Il était une fois un morceau de plastique qui avait terminé pour quelque raison dans la mer. Pendant plus de 1000 années, il voyagea, terminant sur des rivages lointains, souvent grignoté par les poissons et les tortues, réchauffé par le soleil des autres mers, jusqu'à... Vous avez entendu ce qui pourrait être le début d'une histoire racontée aux enfants dans un avenir lointain. Un conte qui est absolument réaliste. Les matières plastiques qui terminent en ce moment dans nos mers ont en fait des temps de dégradation allant de 200 ans à 1000 ans et sont transportées par les courants océaniques dans des zones très éloignées de celles où elles ont été jetées. Elles s'accumulent souvent sur les côtes grâce à des courants tourbillonnants. Elles sont confinées à des zones océaniques spécifiques jusqu'à occuper des grandes surfaces comme la célèbre île de plastique dans le Pacifique. C'est le problème des soi-disant déchets marins qui sont actuellement considérés comme l'indicateur numéro 3 en importance parmi ceux identifiés par la Marine Strategy Framework Directive. On connaît depuis longtemps les dommages dans diverses zones océaniques vers les tortues, les dauphins et les oiseaux de mer qui ont été en contact avec des sacs ou autres objets en plastique. Il ne s'agit pas seulement de plastique, mais aussi de différents matériaux anthropiques, tous avec des temps de dégradation très longs et qui commencent leur voyage souvent à proximité des ports, des embouchures de rivières, des décharges abusives ou des eaux usées, principalement dans des zones côtières fortement peuplées. En 2013, nous avons effectué, à bord du navire océanographique italien Urania du Centre de recherche national, 3 campagnes océanographiques pour calculer l'abondance et la distribution des objets flottants à la surface du centre-ouest de la Méditerranée. Les résultats sont assez clairs. Nous avons mis en évidence la présence d'une moyenne de 25 objets flottants par kilomètre carré sur toute la surface de la Méditerranée, avec des pics de 150-160 objets par kilomètre carré. Au total, nous pouvons dire que, sur toute la surface de la Méditerranée, il y a environ 62 millions d'objets flottants de plus de 2 cm de longueur. De tous les objets qui ont été aperçus, environ le 80% est constitué par des objets fabriqués par l'homme et des déchets produits par l'homme. Le 95% d'entre eux provenaient de l'industrie pétrochimique et sont dérivés du pétrole tels que le plastique, la mousse de polystyrène et d'autres polymères. On a également calculé les abondances des microplastiques dans toute la zone d'étude avec un échantillonnage de la surface des eaux effectué avec un filet Manta. Nous pouvons dire qu'on a trouvé des concentrations dans l'Adriatique du Sud d'environ 1 fragment par mètre carré, qui est rapporté en kilomètre carré, signifie plus d'1 million de microplastiques pour chaque kilomètre carré de surface de mer. L'analyse des échantillons est effectuée en prenant le contenu du filet, qui sera analysé au microscope stéréo. Toutes les particules de matière plastique sont séparées du reste de l'échantillon, après quoi elles sont divisées en différentes classes de taille et pesées. Ensuite, les fragments de matière plastique sont analysés avec un instrument appelé FTR, qui est le spectroscope infrarouge. Les microplastiques peuvent être directement rejetés dans l'environnement sous forme de micropastilles, c'est-à-dire des sphères microscopiques qui sont à la base du processus de production de tous les objets en plastique. Ou sinon, peuvent également être formés à partir de matières plastiques plus grandes soumises à la fragmentation physique et mécanique. En particulier, les plastiques qui sont bloqués, exposés à la lumière directe du soleil pendant une longue période sont celles qui souffrent le plus le processus de photodégradation, qui le casse et les fragmente en morceaux de plus en plus petits, donnant naissance aux mésoplastiques de 2 cm à 1 mm de longueur, et enfin aux microplastiques qui arrivent à se mélanger avec du sable. Cette dernière catégorie, bien invisible à nos yeux, représente un plus grand danger pour la vie marine, vu qu'elle peut être ingérée par les grands animaux qui se nourrissent par filtration, comme les baleines et d'autres cétacés, mais aussi par les petits, qui vivent attachés aux rochers au milieu des algues ou flottant dans les premières couches de l'eau sous la surface de la mer et qui sont la base de la chaîne alimentaire marine. On peut bien dire qu'à l'heure actuelle, la situation impliquant les macros et les microplastiques en mer est de plus en plus claire, mais il n'y a pas suffisamment d'informations ou de données quantitatives pour évaluer l'état de nos plages et des zones côtières. L'Institut de sciences
marine du Conseil national de recherche italien, a donc entrepris, à partir de 2013, le projet Sea Cleaner, dont le but est de recueillir autant de données que possible sur la présence, le type et la quantité de déchets marins dans la zone côtière entourant le sanctuaire des cétacés ou sanctuaire Pelagos. Les chercheurs ont d'abord retiré des macroplastiques des quelques plages sélectionnées. Après, ils ont fait des photos à haute définition pour permettre d'avoir une estimation de la distribution et du pourcentage des mésoplastiques qui restent sur la plage. Enfin, la collecte et le tamisage des sables ont permis la récupération et l'analyse au microscope des fragments plus petits. Le projet Sea Cleaner est un projet visant à surveiller les déchets marins d'origine anthropique, en particulier le plastique, le polystyrène et tout ce qui n'est pas biodégradable et termine dans la mer, transporté par les courants. Vu que nous ne disposons pas de données de saisonnalité, après le nettoyage d'une plage, nous revenons sur la plage pour voir ce qui a été déposé à nouveau. De cette façon, nous pouvons avoir une idée de ce qu'on appelle le rythme d'accumulation. Il est très important d'établir des protocoles normalisés pour la collecte, de sorte à pouvoir procéder à l'analyse de ces résultats et les comparer avec d'autres types de monitorage effectués dans d'autres pays, européens et non. Le projet comprend plusieurs aires marines protégées et parcs marins de la Ligurie et de la Toscane. Les raisons de ce choix sont nombreuses. Il y a l'importance de surveiller la dégradation où il y a des espèces ou des écosystèmes d'intérêt communautaire. Il y a le fait aussi que les zones marines protégées ont souvent leur propre zone interne restreinte au public. Et finalement, l'intérêt particulier pour les chercheurs parce qu'on peut étudier l'accumulation des déchets venant directement de la mer, sans la contamination des touristes. C'est le cas du parc de Migliarino, Sarrossore Massacciucoli, un parc régional qui couvre environ 24 000 hectares le long de la côte toscane. Ce parc est particulier car il gère 32 km de côte, juste à l'embouchure de la rivière Arno et du fleuve Serchio, qui est géré d'une façon totalement différente. On passe en fait par une utilisation presque classique des plages, jusqu'à San Rossore qui est entièrement consacré à la nature. L'accès est interdit, à la fois par terre et par mer, et il y a une gestion exclusivement de protection environnementale. Tous les matériaux naturels qui viennent de la mer sont laissés parce qu'ils font partie de l'écosystème. On retire seulement, et quand il est possible, les déchets artificiels. Mais pour cela, nous avons besoin de l'aide des bénévoles. Depuis quelques années, nous avons aussi réintroduit des chameaux, un animal qui a toujours fait partie de cette tenue royale, et ces chameaux nous aident, par exemple en emportant des tonnes de ces déchets et les emmènent à la route la plus proche. Le fait d'accueillir ici dans notre parc la recherche menée par le Conseil national des recherches a été un privilège et une grande opportunité. Cependant, les parcs doivent et veulent collaborer avec les institutions de recherche parce que cette intégration est vitale. Et avec le CNR, on a un grand exemple de bonne coopération que nous aimons présenter. Facciamo dei prelievi in alcune zone, le zone sono geolocalizzate attraverso il GPS, quindi dopo un mese. On a fait des échantillonnages dans certaines régions. Les zones sont repérées avec le GPS de sorte à pouvoir revenir après un mois et demi. Cela a été et sera important à l'avenir car de cette façon, nous serons en mesure de disposer de données qui ont aussi une valeur temporelle. Pulite, preparate per I turisti, quindi il nostro intervento è assolutamente inutile. E poi anche come situazione geografica si trova direttamente a nord dell'Arno e abbiamo notato. Au nord de la rivière Arno, ici, dans le parc de San Rossore, nous avons remarqué la présence de matériaux particuliers qui sont transportés par cette rivière. Nous étudions alors la distribution de ces matériaux sur les différentes zones de la plage et nous essayons de comprendre s'il y a une corrélation avec la proximité des embouchures des rivières ou d'autres facteurs. Le type prédominant de déchets d'origine anthropique que nous avons trouvé sur cette plage sont des objets en plastique, comme par exemple celui-ci, dont nous ne connaissons pas la provenance. Ici, dans le parc de San Rossore, on a trouvé beaucoup de déchets hospitaliers et beaucoup de coton-tiges en plastique, qui sont actuellement hors la loi en Italie depuis 2002. Actuellement, la loi italienne prévoit
qu'ils doivent être faits avec des matériaux biodégradables. Attualmente la legge prevede che siano fabbricati in materiale biodegradabile come questo. Il y a aussi sur cette plage une importante présence de polystyrène provenant de l'industrie de la pêche et probablement ce sont des emballages. Le polystyrène est un matériau qui se brise facilement et qui forme de toutes petites boules qui peuvent avoir des impacts sur l'écosystème marin et être ingérés par les animaux marins. Sull'ecosistema marino e quindi possono anche essere ingeriti e scambiati per plancton da mammiferi marini. Et donc, en similitude avec ce qui se passe dans le parc de San Rossore, même dans le parc marin des Cinque Terre, domaine d'une importance particulière pour la protection des mammifères marins, on arrive à trouver plusieurs matériaux d'origine anthropique, provenant du fleuve Magre, situé au sud du parc des Cinque Terre. En outre, il existe d'importantes quantités de polystyrène en raison des activités liées à la pêche et aux activités de mytiliculture très communes dans ces territoires. Mais jusqu'à quelle distance peut se déplacer un déchet une fois placé dans l'eau? La réponse réside dans l'analyse des courants qui affectent ces zones côtières et qui sont suivies par des radars au sol, c'est-à-dire une petite antenne portable qui peut être facilement installée dans les différentes parties de notre côte, ce qui permet aux chercheurs d'étudier les mouvements des masses d'eau de surface. Le système de détection à distance est constitué par des antennes de radiofréquence appelées aussi radars en bande HF, qui fonctionnent à une fréquence de 13,5 MHz, donc à une puissance très faible. Un seul radar HF mesure la donnée radiale, c'est-à-dire la composante du courant marin dans la direction du radar. C'est donc pour cette raison qu'il faut au moins 2 installations pour avoir la situation complète des courants marins. De cette façon, il est possible d'avoir une couverture d'une bonne partie de l'air marin transfrontalier situé entre les 4 régions qui font partie du projet: Toscane, Ligurie, Corse et PACA. La portée de ces radars est généralement de l'ordre de 80-90 km, avec une résolution d'environ 3 km. Il radar HF è uno strumento unico nel campo dell'oceanografia. Le radar HF est un instrument unique dans le domaine de l'océanographie car c'est le seul outil qui permet de photographier le déplacement des courants marins sur une vaste zone marine. L'utilisation des radars HF et donc la connaissance de la circulation de surface marine à haute résolution, à la fois spatiale et potentiellement très importante pour le monitorage des matières plastiques, qui est entre autres un nouveau domaine de recherche. Vous pouvez imaginer combien il serait utile de les associer aux données des activités de surveillance des plages, pour essayer d'obtenir des informations telles que le cycle de vie des déchets flottant dans la mer, par exemple, ou s'il y a des zones d'accumulation où ces déchets restent pendant un temps très long, ou essayer de reconstituer le trajet de ces déchets avant d'aboutir à nos plages en identifiant les zones principales d'origine de ces déchets. O cercare di ricostruire il tragitto che questi rifiuti compiono prima di spiaggiarsi e quindi identificare potenziali aree in cui ha origine questa forma di inquinamento. L'étude des courants de surface pourrait se révéler cruciale pour comprendre comment la modification d'une zone particulière de nos mers peut avoir des conséquences dans d'autres parties du globe. C'est le cas de la microcouche de surface marine, c'est-à-dire la couche superficielle de l'eau qui agit comme une interface entre la mer et l'atmosphère. Sulla superficie del mare esiste un microstrato. Sur la surface de la mer, il y a une microcouche appelée justement la microcouche de surface marine, qui se compose de matériaux tensioactifs présents naturellement dans la mer et qui est l'une des interfaces les plus actives et les plus importantes du point de vue de l'environnement marin, car elle contrôle tous les processus d'échange de matière et d'énergie entre la mer et l'atmosphère. Cette microcouche est un concentré de micro-organismes, d'œufs, de larves de poissons qui ont besoin d'un environnement adéquat pour se développer. Il est donc extrêmement important d'être en mesure de le caractériser et de l'étudier en prélevant des échantillons. Or, du point de vue du prélèvement des échantillons, la microcouche est justement l'un des compartiments marins les plus difficiles à prélever, à la fois pour sa très petite taille, quelques microns, en raison de l'amplitude de la surface sur laquelle il est distribué. À la fois
pour sa très petite taille, quelques microns, et en raison de l'amplitude de la surface sur laquelle elle est distribuée. La microcouche superficielle est en fait distribuée sur l'entier système océanique global. Son altération, comme par exemple la pollution des microplastiques dans des zones fortement peuplées, peut avoir des effets dans des zones apparemment très éloignées, comme les zones polaires. C'est dans ce contexte que le projet de l'Antarctique a permis aux biologistes et océanographes de mieux étudier ces facteurs. En vertu de ce projet, avec des collègues du département de sciences de l'environnement de l'Université de Venise et du département de chimie et de chimie industrielle de l'Université de Gênes, nous avons développé un prototype qui est jusqu'à maintenant le seul existant dans le monde, qui de manière très efficace arrive à faire des échantillons de cette microcouche de surface marine. Les mers et les océans du monde entier sont en train de se remplir de macro- et microplastiques, avec des concentrations croissantes. On dit qu'on vit dans l'âge des plastiques. Mais comment peut-on résoudre ce problème? Peut-être avec l'utilisation des bioplastiques. Actuellement, la définition de bioplastique est la suivante. Une matière plastique qui peut être obtenue à partir de biomasse, soit de substances végétales ou de quelque chose d'autre qui est biodégradable, ou les deux choses à la fois. Cela signifie qu'une matière plastique obtenue à partir d'amidon dérivés du maïs peut être considérée comme un bioplastique. Mais aussi une matière plastique biodégradable obtenue à partir de pétrole comme matière première, si elle est biodégradable, peut être considérée bioplastique. Donc, nous sommes en train de parler de matériaux les plus accessibles du point de vue économique. Le Materbi, par exemple, est l'un de ceux-ci. Il s'agit d'un matériel qui présente des caractéristiques technologiques pas particulièrement valides par rapport à la concurrence, c'est-à-dire les matières plastiques traditionnelles. Ils sont produits à partir de la biomasse et sont effectivement biodégradables. N'oublions pas le fait qu'il y a aussi la possibilité, toujours à partir de la biomasse, d'obtenir des polymères pas biodégradables. Et actuellement, il y a la technologie et les connaissances suffisantes pour produire le polyéthylène commun qu'on utilise pour les pellicules, pour les bouteilles. Ces polymères peuvent être produits en utilisant comme matière première des matières végétales, avec des procédés chimiques complexes, avec un impact sur l'environnement modéré dans le processus de production. Et on est en train de parler de polymères non biodégradables. Cependant, il s'agit de bioplastiques, parce qu'ils sont issus de masse bio. Donc en fait, la situation n'est pas trop claire. Quand je dis que je vais agir de manière respectueuse sur l'environnement parce que j'utilise un bioplastique, en réalité, je peux avoir un objet qui n'est pas biodégradable. Si j'utilise un objet qui est dérivé du pétrole, mais il se biodégrade, il peut être beaucoup moins problématique. Ensuite, nous avons des cas dans lesquels un déchet est biodégradable, dans certaines conditions et en présence de certains micro-organismes. Mais il existe aussi des cas où le même déchet n'est pas biodégradable dans d'autres conditions. En fait, le milieu marin est l'un des plus difficiles à analyser sous ce point de vue, tandis que, par exemple, le compost est l'un des plus efficaces à analyser. Le compost peut atteindre des températures très élevées. Il est donc possible d'avoir des composants et des substances qui peuvent attaquer et hydrolyser un polymère. Il faudrait donc toujours considérer l'endroit où ce déchet pourrait terminer. Et donc c'est un problème beaucoup débattu, mais aussi très intéressant, car on ne peut pas éviter, même pour des raisons économiques, et en particulier dans certains pays, l'utilisation de ces matériaux. Par exemple, le polyéthylène, qu'on utilise pour les sacs en plastique, ou le polystyrène, pour l'emballage ou pour les verres, ou le polypropylène, utilisé principalement pour l'emballage alimentaire. On est toujours dans l'impossibilité de parvenir à un remplacement rentable. Le plastique est un matériel qui a un rôle particulier et important dans le domaine de l'emballage alimentaire. Il y a des études, dans certains cas, on pourrait donc souhaiter un avancement de la technologie dans le secteur des bioplastiques, mais aussi une réglementation plus appropriée et surtout une plus grande connaissance de l'environnement marin pour essayer d'améliorer ces situations. Le projet Sea Cleaner a aussi activé des différentes synergies et partenariats avec des organisations bénévoles et des écoles afin de promouvoir la participation des citoyens et surtout des élèves dans des projets dédiés à la conservation de l'environnement. Cette approche est appelée Citizen Science ou science citoyenne. Le projet Percorsi nel Blu
Parcours en bleu en est un exemple. C'est un projet de didactique visé à l'enseignement de la biologie marine à un très haut niveau. Donc c'est un projet qui est né dans une école pour l'école. Et après, il a été partagé avec le grand public et aussi au niveau local avec les autorités et les institutions. Ce projet est caractérisé par des activités purement expérimentales. Les enfants, en fait, apprennent à reconnaître et à connaître les organismes marins directement sur le champ. Et donc leur concentration n'est pas visée seulement sur les livres et les manuels scolaires. Les enfants font des activités qui les mettent au centre de la découverte, à la plage ou directement en se baignant dans la mer. Percorsi nel Blu, Parcours en bleu, partage avec Sea Cleaner la même zone surveillée, donc une zone avec une côte de sable fin qui part de San Rossore jusqu'aux côtes rocheuses du parc des Cinque Terre. Les enfants impliqués dans ce projet ont participé, ont recueilli des déchets marins, mais ont aussi effectué la surveillance des organismes benthiques vivant dans la zone côtière. Les données recueillies avec un protocole standardisé, défini par l'Organisation internationale ReefCheck, ont une valeur scientifique et peuvent être utilisées pour évaluer, après de nombreuses années, la santé et la biodiversité de ces écosystèmes marins fragiles. De même, Sea Cleaner implique à la fois les étudiants et les volontaires dans des projets non seulement scientifiques, mais aussi éducatifs. Et puis, comme Centre national de la recherche, nous avons impliqué des étudiants du lycée, de l'école professionnelle, à travers des accords avec leur institut pour des stages de formation. Negli ultimi anni ha avuto un grande successo perché permette a ragazzi di poter fare degli stage non solo in aziende ma anche in centri di ricerca. Les élèves, donc, apprennent ce que signifie le travail de la recherche et utilisent cette expérience au travail avec des activités éducatives destinées aux enfants plus petits. Nous avons joué un rôle important comme chercheurs, et non seulement chez d'autres écoles, mais aussi pour les plus petits. Et on a fait une très belle expérience parce que les enseignants, c'était nous. La science des citoyens permet de collecter un grand nombre de données utiles qui seraient autrement impossibles d'obtenir sur un si vaste territoire. Les étudiants ont également collaboré avec des chercheurs pour analyser les données et la comparaison des résultats obtenus dans les différentes plages et à des dates différentes. On a collecté ces déchets marins, on les a séparés et catalogués en de différentes catégories. Je ne pensais pas que toute cette quantité de déchets provenait directement de la mer. Par exemple, nous sommes allés dans le parc de San Rossore, qui n'est pas ouvert à tout le monde, donc déjà c'est une expérience merveilleuse. Et j'ai remarqué qu'il y avait une énorme quantité de déchets, et puisque personne ne peut aller à la plage, cette plage, tout ce matériel est venu directement de la mer. Un outil informatique, le app Sea Cleaner, a été développé par des étudiants lors d'un cours de formation en entreprise. Cette application pour système Android est conçue pour faciliter l'acquisition des données pendant les campagnes de surveillance des plages, une bonne alternative au papier et au stylo. Le partenariat avec le cluster ligurien pour les technologies marines et maritimes et l'Institut national de géophysique et volcanologie a permis d'améliorer l'application Sea Cleaner. Son utilisation, de la part des chercheurs et des bénévoles qui participent à ces activités, conduira à une économie considérable de temps et à une plus grande précision dans la capture des données, ce qui permettra de construire une base de données contenant toutes les informations sur la côte surveillée. All'interno del progetto Sea Cleaner mi sono occupata di realizzare un database su una piattaforma GIS. Dans le projet Sea Cleaner, j'ai créé une base de données sur une plateforme SIG dans laquelle j'ai inclus toutes les plages surveillées et celles que nous avons intention de surveiller dans le futur. Cette base de données nous montre la description de la plage, son accessibilité, le fait que la plage même soit nettoyée régulièrement ou pas, et les coordonnées du début et de la fin de l'échantillonnage. La base de données faisant partie d'une plateforme SIG est géoréférencée.
Dans les années à venir, il sera de plus en plus important de sensibiliser les jeunes générations aux problèmes causés par ces déchets marins et leur élimination. Il faudra donc encourager la recherche et investir dans de nouvelles technologies et des matériaux compatibles avec les cycles biogéochimiques des êtres vivants. CCleaner poursuivra avec la collecte et l'analyse des données sur les déchets marins. Dans les années à venir, il sera de plus en plus important de sensibiliser les jeunes générations aux problèmes causés par ces déchets marins et leur élimination. Je connaissais déjà le problème de la pollution des eaux marines, en particulier d'un point de vue environnemental, pour les animaux et tout le reste. Je ne connaissais pas l'histoire du dépôt sur les plages. En fait, c'est la chose qui m'a le plus intéressée parce que je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème loin de nous, avec les îlots des déchets, etc. Mais c'est un problème qui nous est très proche. Et voilà donc la partie qui m'a le plus intéressée dans ce travail. Comprendre comment ce que nous pensons peut être inutile, peut-être nous oublions une bouteille en plastique et cette bouteille peut changer la vie d'un être vivant. Cambiare la vita di un essere vivente. Da 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 da